Bon et bah, nous y sommes, un an après, l'Oricon 2021 est désormais terminé. Et comme chaque année, il est temps de conclure cette année par l'analyse de son top 10 annuel, que j'enrichirai avec mes estimations du top 25. Passons donc directement à l'analyse car c'est un très gros morceau, vu que 2021 a été une année historique sur tous les points, positivement mais aussi négativement. Bien, avant de vraiment commencer, je rappelle que les estimations de la 25e à la 11e place sont mes estimations à moi, et qu'elles ne sont donc pas totalement fiables et non révélées par Oricon. Il y a quelques exceptions, notamment Jujutsu Kaisen 0 ou Demon Slayer Spin-off, mais voilà, gardez ça en tête s'il vous plaît, si Oricon révèle un top 50 plus tard, c'est pas impossible qu'il y ait quelques changements. 25e, Jujutsu Kaisen 0. Quoi de mieux que commencer cette analyse par ce qui est sans doute le manga qui a le plus marqué l'année, en bien comme en mal. Ainsi, fort d'une année aussi exceptionnelle que sa série principale, le tome 0 de Jujutsu Kaisen réussit l'exploit de s'être jugé à la 25e place du classement, malgré 0 parution et en étant one-shot sorti en décembre 2018. Concrètement, je ne vois pas ce qu'on peut spécialement dire de plus. Jujutsu Kaisen 0 n'a rien sorti cette année, s'est laissé porter par le courant, qui aura été incroyablement favorable pour lui. Certains diront qu'il aura été assez opportuniste, d'autres diront simplement que c'est le reflet de la popularité de la série principale. Concernant son avenir, il est malgré tout assez envisageable qu'on le revoie en 2022, probablement dans le top 30, vu qu'un film qui lui sera dédié sort dans environ un mois au Japon. 24e, The Quintessential Quintuplets. Je ne m'attarderai également pas énormément sur Quintuplets car son cas est assez similaire à JK 0. Il a performé à travers le prisme d'un autre. Sauf que là où le tome 0 brillait surtout grâce à la popularité de la série principale, Quintuplets aura lui vécu après sa mort à travers une gloire passée et des éditions full color qui l'auront malgré tout aidé à se faire une place dans ce top 25 très concurrentiel, puisque l'estimation de mon 26e, Honey Lemon Soda, donne uniquement 60 000 copies d'avance à Quintuplets. Encore une fois, rien de plus à réellement rajouter. Le manga aura surtout performé, comme beaucoup d'autres cette année, en première moitié de premier semestre lorsque le marché était au plus haut de l'année et possiblement de l'histoire. On en est au point où Quintuplets a réalisé près de 75% de ses ventes sur le premier semestre, ce qui, vous vous en doutez, montre bien à quel point le manga de Nega Aruba a vécu ce qui s'apparente à une fin de vie plus que grandiose. Le manga rate ainsi logiquement le coche d'une troisième présence consécutive dans le top 10, mais qu'est-ce qui l'aura marqué sur ces dernières années ce top 10 ? En tout cas, reposez-vous bien cher Sir Nakano. Quant à toi Aruba, on espère te revoir dans 3 ou 4 ans, au sommet encore une fois, avec ton manga de Sentai. 23e, Kemono Incident. Chaque année, on retrouve un ou plusieurs mangas qui vont droit à des boosts tout simplement incroyables. Si en 2021 au global, on retiendra surtout Tokyo Revenger de Chainsaw Man ou encore Jujutsu Kaisen, impossible de nier qu'en début d'année, Kemono Incident pouvait aussi rentrer dans cette catégorie. Cependant, difficile de voir une réelle progression sur les volumes les plus récents. On passe d'un titre qui n'a jamais passé les 50K dans l'Oricon à un titre qui plafonne à un peu plus de 75 000 ventes. Cependant, c'est bien sur les anciens volumes que la différence va se faire. Très vite, Kemono s'est imposé comme l'un des gros boosts hivernaux et même le plus gros boost pour un manga en cours, puisque TPN et Quintuplets étaient alors terminés. Cependant, une fois ce boost passé, environ vers mars et avril, Kemono n'a pas su faire la différence avec uniquement 2 volumes parus après avril, 2 volumes qui n'ont donc pas affiché une si grosse progression que ça. Résultat, l'énorme révélation du début d'année se retrouve éjectée en dehors du top 20, de même il est très peu probable qu'on le revoie à l'avenir en 2022 ou plus tard. Le manga de Sho Aimoto a clairement vécu la plus grande année de son histoire et on peut déjà le féliciter d'avoir réussi à avoir un tel niveau avec une telle concurrence et en partant d'aussi bas. 22e, Fire Force. Et là déjà, on attaque un bilan qui va être bien plus compliqué à traiter. Car s'il y a un mot pour résumer l'année 2021 de Fire Force, c'est bien le terme déclin. Et comme Kemono pour le terme boost, lorsqu'on prend le terme déclin, c'était pas forcément à Fire Force qu'on pense en premier en 2021. On a beaucoup parlé de Kingdom, ou dans une moindre mesure de One Piece, mais Fire Force est vraiment un manga à ne pas oublier sur ce point. Et pourtant, tout semblait plutôt bien démarrer. Grâce au reste du boost de 2020 qui n'était pas encore fini, les ventes de nouveaux volumes ont encore progressé d'un cran jusqu'au duo des tomes 27 et 28. Cependant, dès le tome 29, Fire Force va commencer à redescendre, au point où son tome 31, le dernier paru, a fait son pire démarrage de l'année. Et à côté, ses ventes dans sa volume ont dégringolé jusqu'à atteindre des niveaux complètement anecdotiques et qu'on prend quasiment pas en compte dans l'analyse dans le top annuel. Résultat, en un an, le manga d'Atsushi Okubo passe de candidat au top 10 éjecté sur le finish à manga distancé dans la course au top 20 annuel dès le premier semestre. Ça me fait réellement peur pour 2022 et on peut clairement conclure que les 4 millions de ventes sur 2021 était clairement son pic qui ne pourra pas réitérer de sitôt, sauf si le boost d'une éventuelle saison 3 est exceptionnel, ce dont je doute quand même pas mal. 21ème, les carnets de l'apothicaire. Drôle de situation que celle de les carnets de l'apothicaire.
Déjà, on a affaire à deux mangas fusionnés en un seul. Les canons d'apothicaire du Big Gangan et Mao Mao no Nazotoki du Sunday GX. En 2020, la série s'invitait de manière complètement surprise à la 18ème place du classement annuel, ce qui avait permis de mettre fin au débat autour de la classification des deux mangas. Oricon les compte ensemble. On s'attendait donc que la clique de Mao Mao continue de progresser afin de s'imposer dans le futur avec un animé qui avait été leak de manière assez chelou il y a maintenant plus d'un an et demi. Cependant, il s'est passé l'exact inverse. Après un début de stabilisation, les deux licences ont commencé à lentement régresser. Rien d'inquiétant, surtout au vu des stats exceptionnelles de la version Square Enix, mais peut-être qu'au final, le FC Mao Mao ne fera jamais son apparition dans un top 10 annuel. 20ème, Blue Lock, et là on commence un peu à entrer dans les choses sérieuses. 31ème en 2020, avec plus d'1,2 million de ventes, Blue Lock s'inscrit en tant que membre actif de cette nouvelle génération qui a émergé tout au long de l'année. Ces 5 tomes parus sur 2021 peuvent être séparés en deux. Les tomes 12 et 13 qui continuent la progression folle de la série, et les tomes 14, 15 et 16 qui continuaient un peu mais qui montraient quand même une grosse tendance à la stabilisation et à la stagnation, ce qui est bien visible avec le tome 16 qui accuse un léger retard sur le tome 15. Et plus que ça, l'annonce d'un animé pour 2022 a permis à Blue Lock d'avoir des ventes de backlog très correctes. Et c'est donc ces backlogs, ces anciens volumes, qui lui ont permis de prendre cette 20ème place à certains de ses concurrents comme Kemono Incident, Fire Force ou les canons de l'apothicaire, qui étaient candidats pour la prendre et qui finissent en dehors du top 20. Cependant, 2021 est loin d'être le pic de Blue Lock qui aura un animé en 2022 et qui se positionne clairement en candidat au top 10 de l'année prochaine. 19ème, World Trigger. Durant toutes ces années d'existence, World Trigger n'aura jamais connu une place au soleil. Mais tout aura lentement commencé à changer à partir du retour de manga de Hiatus, fin 2018. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une grosse chute des ventes après plus d'un an et demi sans tome, il n'en est rien. World Trigger s'est instant stabilisé avant de recommencer à lentement avancer. Et l'annonce d'une saison 2 il y a 2 ans laissait présager que cette ascension continuerait pendant encore un moment. Mais je pense que personne ne s'attendait à ça. Sorti de littéralement nulle part, World Trigger s'est imposé avec Kemono Incident comme l'un des gros boosts de la saison hivernale, envoyant son unique tome de l'année, le tome 23, réaliser d'excellentes performances. Cependant, les multiples pauses de son mangaka, mélangées à son rythme très lent, l'auront empêché de sortir un deuxième tome sur 2021, ce qui fait qu'il n'a pas énormément bougé depuis avril. World Trigger signe donc la troisième meilleure année de son histoire, derrière 2015 et 2016. Sauf que le manga a sorti que 4 volumes sur 2015 et 2016 contre un seul ici, renforçant encore une fois le prestige qu'il a acquis en 2021. 18ème, Demon Slayer spin-off. Alors non, je ne vais pas réexpliquer l'ascension et l'explosion de Demon Slayer, je l'ai déjà fait pas mal de fois ici, et quand même pas mal d'autres personnes l'ont fait aussi. Mais il est clair de penser que ça a atteint un niveau démentiel en 2021, niveau que personne n'avait atteint avant lui. On en est au point où un one-shot, qui compile 2 mini-séries sur des personnages du manga de Koharu Gotoge, se classe à la 18ème place des mangas les plus vendus de l'année 2021. On a suivi le démarrage exceptionnel de ce tome en décembre, et sa très rapide ascension sur janvier et février, mais au final, il n'a quasiment pas bougé depuis fin mars, un peu comme World Trigger. Après, la performance du one-shot reste excellente, et je me demande même si on ne sait pas le one-shot le plus vendu de l'histoire sur une seule année. Après, si vous voulez vraiment chercher un peu de négatif à Demon Slayer spin-off, on pourrait noter que moins de 50% des acheteurs de Demon Slayer ont acheté ce fameux spin-off, même si je pense pas que ça puisse réellement être utilisé contre lui, vu la popularité du manga de Koharu Gotoge, dont on va bien évidemment reparler un peu plus haut. 17ème, Don't Call It Mystery. Depuis la sortie de son tome 1 en janvier 2018, Don't Call It Mystery monte en puissance. Lentement, mais sûrement. Et après avoir intégré le top 50 série l'année dernière, le manga de Yumi Tamura progresse encore un peu et récupère la 17ème place. Fort d'une excellente popularité au Japon et d'une forme olympique depuis maintenant plus d'un an, avec des tomes se classant très régulièrement dans le Shoseki, il est devenu l'une des forces tranquilles du monde de l'Oricon. Cependant, il aura droit à une série live en début d'année 2022 et devrait sortir, comme à son habitude, 2 à 3 volumes sur l'année. Au vu de son état, de sa popularité et de tout ce qu'il attend, est-ce que Don't Call It Mystery peut prétendre à une place dans le top 10 2022 ? Est-ce qu'il deviendra le premier Josei à intégrer un top 10 annuel, mettant fin à 14 ans de disette ? Réponse l'année prochaine, même si de mon côté, je ne l'intègre pas vraiment en tant que réel prétendant au top 10. Selon moi, il reste encore un peu trop lent et il n'a pas assez de volume pour que des vraies grosses ventes de backlog fassent une grosse différence. Mais, à ce stade, impossible de ne pas mettre le manga de Yumi Tamura lorsqu'on réfléchit aux Outsiders de 2022. 16ème, Frieren. Si Don't Call It Mystery a continué sur sa lancée en montant un peu plus, Frieren est lui passé de manga parfaitement inconnu à énorme blockbuster du Weekly Shonen Sunday. D'un tome 1 se vendant à un peu plus de 21 000 copies en 6 jours mi-2020, on est passé à un tome 5 se vendant 8 fois plus en 2 fois moins de temps. La raison d'une croissance aussi exponentielle tient en un seul petit terme.
Taicho, manga Taicho. Car le célèbre prix est encore une fois derrière un énorme boost, et cette fois, c'est Frieren qui en bénéficie. Ainsi, à la sortie du tome 4, qui coïncidait avec la remise du prix, les 4 tomes se sont maintenus dans le top 50 pendant 3 semaines, tout en continuant à faire des va-et-vient sur le mois de mai. Et si le boost s'est calmé donc fin avril, la mise en avant du manga dans la Metalk lui a permis d'avancer encore un peu plus, afin d'asseoir sa place d'actuel numéro 2 du Shonen Sunday en termes de vente par tome, derrière le centenaire Détective Conan. Pour ce qui est de 2022, je l'imagine pas plus haut. Et il est même possible que cela lutte pour la 20ème place. Une grande partie de ces 2,55 millions vient de ses ventes d'anciens volumes, ses backlogs, qu'il n'aura pas en 2022, sauf si Frieren obtient, ou plutôt déclenche, un nouveau boost, mais il faudrait aussi qu'il soit de la même ampleur que celui de cette année, autant dire que c'est pas gagné. Après, je pense tout de même que Frieren écrira une très belle page de l'histoire de l'Oricon, mais pour moi, il va falloir qu'il attende son animé. 15ème, moi, quand je me réincarne en slime. Retour 2 ans en arrière. Moi, quand je me réincarne en slime, était alors l'un des gros outsiders de l'Oricon 2018, en ayant énormément progressé tout au long de l'année. Grâce à son animé, il aura réussi à rempiler pour une année de présence en 2019, mais se sera retiré en 2020 pour occuper une 16ème place. Avec son animé revenant pour une saison 2 en 2 parties, on est en droit de se demander si Slime allait réitérer ses performances d'il y a 3 ans. Au final, ça n'a jamais été le cas. Car si Slime aura au final plus stagné qu'autre chose en 2020, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, le marché était lui en hausse pour la première fois depuis plus de 5 ans, ce qui a de lors rendu très compliqué une possible remontada. Slime n'aura au final jamais réintégré le top 10 lors de l'année, mais réussi à se positionner sur la dernière place du top 15 annuel, en retrouvant le cap des 3 millions de ventes qu'il avait laissé tomber l'année passée. Côté vente par volume, si on n'a plus aucun chiffre, il aura globalement été en progression, avec un pic de vente autour du tome 16, son premier de l'année, bien que les tomes 17 et 18 aient réussi à le suivre. En soi, une excellente année pour lui, mais sans saison 3 l'année prochaine, je doute qu'il se positionne encore une fois comme candidat au top 10, mais on devrait logiquement le retrouver dans le top 20, car il garde un niveau de vente par volume globalement plus que satisfaisant et nécessaire pour intégrer ce top 20. 14ème, Valkyrie Apocalypse. Note un peu plus négative, car au final, on aurait pu s'attendre à mieux pour Valkyrie Apocalypse. Certes, il progresse par rapport à 2020, où il était 19ème pour moins de 2,1 millions de ventes. Certes, ses ventes par volume ont encore progressé d'un cran. Oui, mais il y a un mais, car cette évolution ressemble surtout à une évolution assez linéaire. Or, Valkyrie Apocalypse a eu son animé en 2021, et à part une très légère augmentation en juin, il n'y a absolument rien eu. Le boost de Valkyrie se rapproche de celui de Eden's Zero, donc dans la case inexistant, là où on aurait pu s'attendre à un boost au niveau de Slime. C'est dommage, et si sa progression assez naturelle devrait lui permettre de se stabiliser dans le top 15, impossible de nier qu'il aurait très clairement pu jouer le top 10, et que c'est donc très dommage et très frustrant de le voir cantonné à cette 14ème place, lui qui a sans doute laissé passer sa seule chance de jouer le top 10. 13ème, Dr. Stone. Début 2017. Alors en pleine reconstruction, le Weekly Shonen Jump lance d'un coup 6 séries. Ce qui était, comme indiqué par Shueisha, une grande première au 21e siècle. Nous sommes maintenant presque 5 ans plus tard et seul Dr. Stone est encore là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le manga a pleinement rempli sa mission. Et il s'était franchement pas gagné. Si ses ventes progressaient de manière continue, la saison 1 n'aura provoqué qu'un boost au final très mineur, voire même décevant en soi, en étant probablement gêné par le boost de Demon Slayer qui commençait alors à tout rafler. Il aura fallu attendre mi-2020, avec une mise en avant à la TV japonaise pour voir le manga s'envoler. Et autant dire que Dr. Stone aura poursuivi son excellente dynamique en 2021. Dès janvier, le début de la saison 2 aura permis au manga d'Inagaki de Boichi de se positionner en candidat au top 10 annuel. Au final, si cette folie s'est vite terminée, reléguant Dr. Stone à bâtir pour une place dans le top 15, le manga se sera surpassé sur tous les points, puisque 2021 dépasse 2020 et devient donc la meilleure année de l'histoire de Dr. Stone. Rien de plus à dire, à part le fait qu'avec une saison 3 en 2022, on t'attend dans le top 10 champion. Il serait temps quand même si je pense encore une fois qu'il peut signer une 3ème année de suite au-dessus des 3 millions, vu qu'il aura une saison 3, comme ce que je viens d'indiquer, même si ses ventes commencent un peu à se stabiliser, j'espère trop que ça va pas le gêner. 12ème, The Promise de Neverland. Retour encore une fois en 2017, mais cette fois en fin d'année 2017. On sort alors de la plus mauvaise année de toute l'histoire de l'Oricon, et pourtant, un manga cristallise tous les espoirs. Ce manga, c'est The Promise de Neverland, qui confirmera dès l'année suivante, avec une place dans le top 10. 2 ans après, il prend fin, n'en sans laisser une trace assez contrastée dans le monde de l'Oricon. On sera passé d'un début tout simplement parfait à une évolution des ventes par volume faisant un peu le yo-yo, mais qui soit énormément remonté sur sa fin. Cependant, absolument personne n'était prêt à ce qui allait se passer en 2021. Grâce à un effet d'un volume tout simplement dantesque, et grâce à une saison 2 malgré tout assez discutable, TPN s'est imposé en un rien de temps comme l'un des mangas majeurs du premier semestre, en récupérant une magnifique 6ème place pour plus de 3,15 millions de ventes, en se vendant plus qu'au premier semestre 2020, où il voyait paraître 2 tomes.
Cependant, l'année 2020 de TPN peut limite s'arrêter là. Sans doute à bout de souffle, l'ancienne pépite du Jump sombre pour ne finalement n'ajouter qu'un peu moins de 300 000 copies à son total de 2021, ce qui fait qu'il aura réalisé plus de 90% de ses ventes sur le premier semestre. Résultat, il sera éjecté de la course au top 10 dès juin pour finalement être complètement distancé à partir de juillet et août. TPN est désormais mort. Et sa vie se termine tout de même de la meilleure des manières, vu que le manga signe la deuxième plus grosse performance pour une année à 0 volume paru. Sublime, mais le pire, c'est qu'il y a mieux. 11ème, Kaiju Number 8 ou Kaiju numéro 8. 2021 aura véritablement été une année au parfum très étrange, où des mangas terminés sont à la lutte dans le top 10 avec les jeunes pépites qui ont explosé en 2020, et surtout avec une jeune pépite qui a choqué absolument tout le monde de par deux choses. 1. Sa précocité, et 2. Sa popularité. Et cette jeune pousse, cette jeune pépite, c'est Kaiju Number 8, qui a tout défoncé en 2021, tout en confirmant la supériorité du Jump Plus dans tout ce qui touche à la précocité. Son évolution est tout simplement exponentielle. Des 90 000 copies et quelques vendues par le tome 1 en 3 jours, aux 332 000 copies que le tome 4 vendait en 3 jours également début septembre. Cependant, un début de stabilité est à noter, ce qui fait que Kaiju passe derrière Spike et Family quand on compare leur croissance, stabilisation qui lui empêche aussi de réaliser un exploit en intégrant le top 10 et en récupérant le record de vente d'un tome 1 sur son année de parution, qui restera pour l'instant détenu par les presque 1 100 000 ventes du tome 1 de Sakamoto pouvait servir en 2013. Après, attention, ces quelques très légers contretemps n'enlèvent rien au prestige qu'a acquis le manga de Naoya Matsumoto en 2021. Et il faut clairement s'attendre à ce qu'il marque l'histoire. Et d'ailleurs, l'histoire, il peut la marquer dès 2022 en intégrant le top 10 annuel. Réponse donc l'année prochaine. 10ème, AQ. Attaquons le top 10 en brisant un peu la monotonie de la construction de cette analyse. Attaquons par le fait d'arme ultime de AQ en 2021. Réussir à intégrer le top 10 annuel en se vendant à plus de 4 millions d'exemplaires sans aucun volume paru sur la période, c'est juste complètement fou en fait. Dites-vous qu'avant AQ et donc TPN, les meilleures années à 0 volume paru étaient celles de 20th Century Boys en 2008 et 2009, et celles des parties 1 à 6 de JoJo's Bizarre Adventure en 2013. Et aucune d'entre elles ne passait au-dessus des 4 millions. Et là, AQ, à la fin de l'Oricon 2020 qui devait être son champ du cygne, il sort son plus beau. En fait, non. Et il prend la 10ème place annuelle dans le plus grand des calmes. J'ai rien de plus à dire, laissons les chiffres parler pour une fois, car AQ a réalisé une année dantesque qui est un parfait au revoir au monde de l'Oricon. D'ailleurs, AQ signe également sa 8ème et très probablement dernière présence consécutive dans un top 10 Oricon. Il prend donc la 3ème place du classement avec le plus grand nombre de présences consécutives, en étant derrière les 9 présences de l'Attaque des Titans, mais aussi devant les 7 de Naruto. 9ème, Kingdom. On tient ici ce qui est sûrement le plus gros perdant de l'année 2021. Kingdom, le manga de Yasuhisa Hara. Un an après s'être offert One Piece, le manga régresse et tombe à son pire bilan annuel d'un point de vue vente et classement depuis son explosion en 2015. Pourtant, tout avait très bien commencé, avec un tome 60 qui collait de très près le 56 en devenant le tome le plus vendu de Kingdom sur un premier semestre. Cependant, après, tout s'écroule. En avril, le tome 61 réalise un démarrage catastrophique, le plus mauvais depuis près de 5 ans. Et à cause de ses premières semaines à 7 jours, il ne se rattrapera jamais et résonnera comme un arrêt brutal au rêve que vivait Kingdom depuis maintenant 2 ans. En juillet puis novembre, les tomes 62 et 63 remonteront légèrement la pente en étant tous les deux au coude à coude, mais en étant tout de même bien derrière le tome 60 qui quittait le top 50 avec plus de 700 000 copies coulées en 24 jours, quand le tome 61 ne passait pas les 660 000 en 26 jours et le tome 62 les 660 000 en 31 jours. Et en parallèle de ça, la saison 3 n'a absolument rien provoqué, n'ayant même pas réussi à stabiliser les ventes. C'est comme si, après avoir tout donné en 2020, le manga de Yasuhisa Hara s'effondrait, épuisé. Et il faut se poser la question de l'avenir désormais. Avec une saison 4 en 2022, est-ce que Kingdom peut retrouver les sommets? La question mérite d'être posée, mais je ne pense pas qu'on trouvera une réponse en 2022. Il faut se dire qu'en 6 ans, Kingdom a enchaîné 2, voire 3 boosts si on sépare ceux de 2019 et 2020 qui ont des causes différentes. Et ces 3 boosts ont été très puissants, celui de 2015 ayant même dynamisé 2016 et 2017. En clair, sur les désormais 7 années qu'a passé Kingdom dans le top 10 Oricon, il était sous l'effet d'un boost pendant 5 d'entre elles. Et en remontant plus tôt, on pourrait même aborder le cas des 2 premières saisons de l'anime, qui avaient déjà bien été des ventes à l'époque, ce qui porte le total de boosts de Kingdom à minimum 5 entre 2012 et 2021, soit près d'un boost majeur tous les 2 ans. Et forcément, ça n'aide pas au renouvellement, ce qui peut expliquer l'échec de la saison 3 sur ce point. Et c'est ce qui me conforte dans l'idée que la saison 4 ne changera probablement pas la donne. Mais le fort de Kingdom, c'est d'avoir tout juste su faire la différence par soi-même, par la force du manga en lui-même, qui reste très attractif. C'est ainsi que je table sur une stabilisation des ventes de Kingdom autour du niveau actuel,
à savoir celui des tomes 62 et 63, avec un tome 62 qui doit tourner à environ 750 000 copies, car aucun tome n'est dans le tome 50 volume, faute aux 400 milliards de pouces qu'il y a eu en 2021. On commencera donc probablement une période un peu moins importante de l'histoire de Kingdom, mais le manga de Yasuo Isahara n'a probablement pas joué son dernier mot, et un retour au premier plan dans quelques années, lorsqu'un lectorat plus jeune qui connaît pas Kingdom aura mûri et sera donc dans la meilleure condition possible pour découvrir ce manga, arrivera à maturité. En tout cas, Kingdom ne ressort pas de 2021 les mains vides, puisqu'il récupère le trophée du meilleur 9ème de l'histoire de l'Oricon à l'année 2014 de Seven Deadly Sins, trophée qu'il ajoute à son trophée également de meilleur 5ème, c'est juste monstrueux, et le manga de Yasuo Isahara entre un peu plus dans l'histoire de l'Oricon. 8ème, Spy X Family. L'année dernière, Spy X Family était l'un des deux gros outsiders avec Jujutsu Kaisen. Fort d'une popularité croissante, il était déjà 9ème alors qu'il avait à peine un an. 2021 devait être l'année de la confirmation et le contrat a été magnifiquement rempli pour lui. Et pourtant, on s'était fait une grosse frayeur en mai dernier, le manga de Tatsuya Endo étant le grand absent du tome semestriel, absence qu'il a très vite laissé derrière lui en s'envolant dès juin avec un tome 7 qui affichait des chiffres juste affolants. Il n'y a pas grand chose à dire des 11 premiers mois de l'année de Spy X Family, qui continuait son inlassable progression, le tome 7 ayant quitté le top 50 en s'approchant du million de ventes. Et cette progression se voit bien dans le top 50, où 2 de ces 3 volumes sont classés. Là où l'année dernière, seul un des tomes parus sur 2020 passait le million, à savoir le tome 3, ici les tomes 6 et 7 ont aisément passé ce cap, mais c'est derrière que ça se complique. Car début novembre, le tome 8 ne compte que 3 semaines de vente sur 2021, mais 3 semaines qui ont été plus que compliquées, en effaçant d'un coup sa progression sur l'année en le ramenant au niveau du tome 5. Et une baisse de plus de 100 000 copies n'est pas explicable uniquement par la crise actuelle. Bien évidemment, le tome 9 sera impérativement à surveiller, mais déjà montrer des signes de fatigue n'est jamais bon. Après, je ne fais pas de soucis pour Spy X Family en 2022 qui aura droit à son animé. Top 10, c'est une certitude. Top 5, très probablement. Podium, ça commence à se discuter un peu plus. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, d'ailleurs allez me suivre, c'est toujours gentil, mais je ne pense pas que Spy X Family aura un énorme boost, car en soi, il est en boost quasi constant depuis sa naissance. Pour moi, Spy pourra taper les 6 voire 7 millions, mais aller plus haut, prendre la tête et dépasser les 10 millions, j'y crois pas. En tout cas, à l'heure actuelle, avec les infos qu'on dispose, Spy X Family est pour moi candidat au top 5, voire podium et 3ème place de 2022. 7ème, Chainsaw Man. Fin novembre 2019. Le Weekly Shonen Jump sortait alors d'une année désastreuse d'un point de vue nouveauté et renouvellement du catalogue. Que des flops, partout, à l'exception de 2 mangas trop jeunes et d'une vraie pépite, Chainsaw Man. 2 ans plus tard, le manga s'offrira une place dans le top 10 annuel à l'occasion de sa conclusion de sa partie 1. Concrètement, il n'y a pas grand chose à dire sur l'année 2021 de Chainsaw Man. Oui, le manga a littéralement explosé, surtout à partir de l'annonce de l'animé, il y a de cela près d'un an. On en est au stade où le tome 11 a plus vendu de copies en 11 jours, 412 334 copies, que le tome 5 en 10 mois entiers, 346 976 copies à la fin de l'Oricon 2020. Concernant son année 2022, on est encore dans le très grand flou. Tout dépendra de 2 choses. 1. De la reprise ou non du manga, et si oui ou non, de si la partie 2 commencera au tome 12. Sans quoi Oricon séparera probablement les 2 parties. Surtout si la partie 2 s'appelle Chainsaw Man Part 2 nananana, le titre, et que ça commence au tome 1. Là, on est sûr, ce sera mort, les 2 parties seront comptées à part. Et deuxièmement, l'animé. On ne sait pas quand il commencera, on ne sait pas s'il est prévu pour 2022, à ma connaissance il est toujours indiqué comme à venir sur le site de Mappa, mais il semblerait que les infos se dessinent pour la Jump Festa courant mi-décembre. On aura donc plus d'informations, même si je doute qu'un boost exponentiel ait lieu. Chainsaw Man a eu un excellent boost en 2021, c'est un fait, il s'est très bien vendu aussi, mais est-ce qu'il pourra réitérer cet exploit sans nouveau volume? J'en doute. Si l'anime débarque la semaine prochaine mais que la partie 2 se met toujours à attendre et ne débarquera pas avant 2023, si c'est ça, je pense que Chainsaw Man peut aller taper une place dans le top 20 annuel, mais le top 10, j'y crois très peu. En revanche, si le manga reprend et que la partie 2 est comptée avec la partie 1, tout de suite ça devient pas plus possible. Mais il y a quand même pas mal de facteurs à aligner pour pouvoir revoir Chainsaw Man l'année prochaine dans le top 10. 6ème, One Piece. Imaginez-vous 3 ans en arrière, fin 2018. Imaginez-vous dire à quelqu'un que dans 3 ans, One Piece serait passé de premier à 3ème puis à 6ème. Honnêtement, je pense que ce fameux quelqu'un vous aurait rionné. Et pourtant, ce discours est notre réalité. C'est bel et bien le manga d'Eiichiro Oda qui occupe la 6ème place annuelle, en gagnant 4 places par rapport au classement semestriel, mais en perdant 3 par rapport au classement de 2020. Résultat, pour la première fois depuis le début du 21e siècle, One Piece sort du top 5 annuel. Et il y a 2 degrés de lecture à son année. En se concentrant uniquement sur One Piece, car oui, son classement est aussi dû au fait que le marché a incroyablement progressé cette année-là, en pouvant rattraper One Piece qui jusque-là marchait loin devant les autres. Ses parents sont nés en 3, à savoir ses 3 volumes.
Tout d'abord, le tome 98 qui a globalement bien marché. Il poursuivait la trajectoire du 97 qui indiquait une légère hausse et ainsi stabilisait les ventes autour de 1,8 million de copies écoulées. Cependant, le tome 99, paru début juin, a retrouvé la chute à laquelle One Piece était destiné. Les ventes ont continué à chuter un peu plus pour retrouver le niveau de 2009, etc. etc. Puis arriva le tant attendu tome 100 qui a miraculeusement remonté les ventes au niveau du tome 95. Bien que ce miraculeusement peut se résumer en grande partie à l'incroyable machine médiatique que Shueisha a mise en route pour l'événement. Résultat, pour la première fois depuis 2018, One Piece finit l'année avec un tome nettement en avance sur son prédécesseur. Au final, est-ce que c'est prometteur pour 2022 que One Piece démarrera dès début décembre avec son tome 101. Rien n'est sûr car encore une fois, il reste possible que la remontée soit uniquement due à l'événement autour du tome 100. Cependant, le manga d'Eiichiro Oda aura très probablement 4 volumes en 2022, pour la première fois depuis 2019. Le tome 101 est confirmé pour décembre, et d'ailleurs le 102 devrait pointer le bout de son nez vers avril ou mai, le 103 au début de l'été, et le 104 probablement entre octobre ou novembre si rien n'est décalé. Et si One Piece a bien 4 volumes, alors tout de suite on peut recommencer à l'imaginer assez haut. Cependant, je doute qu'il repasse au-dessus du cap des 10 millions. Car même avec 3 volumes, One Piece a continué à baisser. 2020 et 2021 étant en dessous de 2018, dernière année à 3 volumes avant eux, et c'est aussi visible dans le top 50 volumes. Malgré son très bon démarrage, le tome 98 est repassé derrière le 95, tandis que le 99 n'a jamais suivi le 96. Seul le tome 100 affiche un bien meilleur bilan que son équivalent de 2020, le tome 97. Et ça s'assombrit encore plus quand on remonte à 2019, où aucun tome de 2021 ne suit son équivalent de 2020, le 94 ayant même plus de 40 000 copies d'avance sur le tome 100, malgré un mois de vente en moins. Cela montre bien que malgré les démarrages récents de One Piece, qui fluctue de plus en plus depuis cette fameuse année 2019, la tendance reste sur le long terme à la baisse pour le manga d'Eiichiro Oda, et il n'est pas impossible qu'il laisse derrière lui définitivement le cap des 2 millions en 2022. 2 millions par volume bien sûr. Cinquième, My Hero Academia. Débuté en 2014, My Hero Academia était membre d'une génération qui avait la lourde tâche de remplacer efficacement celle d'AQ ou de Seven Deadly Sins. Cependant, le début de l'âge sombre de l'Oricon leur a toujours empêché d'égaler leur performance. Maintenant 6 ans après, My Hero Academia est le seul à être encore au sommet, le très gros déclin de One Punch Man sur 2019 et 2020 le laissant définitivement en tant que seul représentant de la génération 2013-2015 qui commençait de plus en plus à ressembler à une génération perdue, coincée entre la génération 2010-2013 menée par Attack on Titan et celle de 2016 et 2017 que domine Demon Slayer. Cependant, rien n'est jamais perdu tant qu'un mangaka n'écrit pas le mot fin à la fin d'un chapitre, et ça, MHA l'aura pleinement montré. Après une année 2018 qu'on pensait être son apogée et une année 2019 ratée, 2020 aura été encourageant, en voyant le manga de Koichiro Koshi se libérer de ses chaînes pour enfin aller pleinement de l'avant, ce qui était encourageant pour 2021, où beaucoup le voyaient capable de taper la barre des 6 millions pour la deuxième année consécutive. Et autant dire que personne n'était prêt à ce qui arrivait. Le ton était donné dès le début de l'année, puisque le tome 29 réalisera ce qui était à l'époque l'un des 2 meilleurs démarrages de l'histoire du manga de Koichiro Koshi. Paru 3 mois après, le tome 30 sera gêné par des problèmes de stock, ce qui ne l'empêchera pas de réaliser d'un problème de performance. Cependant, c'est clairement le tome 31 qui va tout exploser, puisqu'il deviendra le meilleur démarrage de My Hero Academia, puisque derrière, le tome 32 sera lui aussi gêné par la crise du papier. Résultat, le manga de Koichiro Koshi signe non seulement la meilleure année de son histoire, mais passe aussi le cas des 7 millions d'exemplaires vendus pour la première fois de son histoire également. Son cycle de boost puis baisse, où le recrutement des lecteurs, l'une des forces de MHA, arrivait à en combler les pertes, s'est complètement dissipé. Les tomes enregistrant des pertes de plus en plus anecdotiques, alors que le manga file de plus en plus haut, le tome 29 ayant probablement passé les 800 000 ventes sur 2021. Difficile de clairement ressortir du négatif de l'année 2021 de My Hero Academia, vu que même ses démarrages un peu plus timides sont explicables par les différentes crises ayant frappé le marché cette année, en espérant qu'il continue en 2022, où il devrait être membre du top 10 annuel pour la 7ème année de suite. Quatrième, l'attaque des titans. Retournons encore une fois en arrière, en 2018. Cette année-là, le manga d'Hajime Isayama s'offre 3ème place à l'Oricon 2018, en ayant joué la première place dans un semestriel chaud bouillant. Cependant, ce que personne ne savait, c'est que l'attaque des titans allait suite à ça entamer une descente aux enfers. 7ème en 2019, puis 10ème en 2020, avec des ventes par volume de plus en plus basses. Mais une mise en avant de la métal que fin 2020 a laissé planer des doutes sur une résurrection dans le courant de 2021. Et on peut dire qu'il aura fait sa résurrection. SNK s'offre un chant du cygne juste grandiose, une dernière danse que peu de cadors auraient pu s'offrir. Comme quoi, l'histoire aura finalement été clémente avec l'un des plus grands phénomènes de l'histoire de l'Oricon, qui se termine sur la 4ème meilleure année de vente de son histoire, derrière son âge d'or de 2013, 2014 et 2015. Et il a fait ça avec uniquement 2 volumes parus, qui étaient chacun en hausse, ramenant la série, au final, à son niveau de son tome 26. Encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire de plus, le gros du travail ayant été fait sur le premier semestre. Mais en tout cas, SNK retrouve le top 5 pour la première fois depuis 2018, signe donc la 4ème meilleure année de son histoire, mais surtout, s'offre en guise de derniers adieux quelque chose qu'il n'aura jamais pu atteindre tout au long de sa carrière, dépasser One Piece dans un annuel. Il aura échoué au sommet de sa gloire, mais il s'offre son plus gros rival en tant que dernier adieu. Au revoir Eren, et merci pour tout ce que tu as apporté au monde de l'Oricon. 3ème, Tokyo Revengers. Depuis 2009, le Weekly Shonen Magazine place au minimum un manga dans le top 10 Oricon,
Fairy Tail en 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, Est of Diamond en 2014, Seven Deadly Sins en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, et finalement The Quintessential Quintuplets en 2019 et 2020. Cependant, avec la fin de la romance de Negi Aruba en 2020, une fin de cette série que seul le Jump bat était envisageable. Les espoirs reposaient alors sur Tokyo Revengers, manga qui ose le genre Furio à une époque où les mangas suivant des délinquants semblaient être plus que passés de mode. C'était aussi le cas pour Tokyo Revengers, qui s'appuyait au départ surtout sur le public désormais trentenaire, fan de Rakai Blues ou autres GTO. Cependant, le titre aura dès la parution de ce tome 4, fin 2017, montré la volonté de se moderniser avec une refonte de la charte graphique des couvertures, sans oublier son ADN qui fait honneur au code du Furio des années 90, qui mélangeait déjà ce genre si particulier avec d'autres. Cela nous amène donc au début de l'année 2021, 2 mois avant le début de son animé, où Tokyo Revengers occupe provisoirement la 14e place du classement, fort de ventes hebdomadaires déjà très solides et de nouveaux tomes qui battaient coup sur coup ses records. Puis arriva l'animé, et je pense que personne n'était prêt. 100 000 ventes par semaine, 200 000, 300 000, avec des pics qui montaient jusqu'à plus de 800 000 copies vendues. Tokyo Revengers s'est imposé comme LE boost majeur de la mi-année 2021. Et ça se sera encore plus amplifié à la sortie du film live en juillet, où il passera plusieurs fois le cap du million de copies par semaine. Son pic reste moins haut que ceux de Jujutsu Kaisen ou de Demon Slayer, mais peut-être que son prestige est plus grand, vu comment il rend ses lettres de noblesse à un genre qui n'a plus brillé d'un point de vue popularité depuis plus de 15 ans. Naturellement, le manga va se calmer en 2022, son boost se retirant peu à peu, le manga tournant à environ 250 000 copies vendues par semaine. Un niveau qui reste excellent cependant. Mais Tokyo Revengers est de loin le manga qui a le plus dominé le second semestre, mais son niveau actuel ne permettra pas de rattraper les 20 millions de ventes en une année. Tokyo Revengers sera membre du top 10 2022, voire même top 5 suivant le temps que mettent ses anciens volumes à arrêter de se vendre. Et surtout, il compte maintenant plus d'1 million de lecteurs, ce qui peut aisément l'aider à dépasser les 6 millions sur 2021 s'il est stable, et vu qu'il sortira probablement 5 volumes sur 2022, ce qui fait qu'il doit avoir environ 1 million de backlog, ce qui est déjà chose classée vu comment il tourne à environ 200 000 ventes par semaine. En tout cas, on peut que saluer l'incroyable prouesse du désormais meilleur 3ème de l'histoire, qui reprend ce trophée à l'année 2015 de l'attaque des titans. Deuxième, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. 2 ans. Voilà maintenant 2 ans que Demon Slayer a débuté son boost et qu'il a réellement commencé et débuté son histoire. Celle d'un manga inconnu qui a survécu de justesse à l'annulation par Shueisha, pour aller toucher des étoiles que personne ne serait-ce qu'avait vu, d'aller marcher des terres que personne, même One Piece, n'avait foulé et exploré. 2020 aura poursuivi cette lancée en s'inscrivant comme le pinacle de l'histoire de Demon Slayer, qui aura récupéré un à un tous les records possibles dans l'instant T. Cependant, sa fin en plein milieu de sa gloire laissait planer le doute pour 2021. Est-ce que le record Slayer allait continuer indéfiniment sa marche vers l'inconnu? Au début, tout semblait parti pour qu'on vive une Arkimetsu au moins aussi longue que la One Piece, qui sera incarné par le mois de décembre 2020, où le manga de Kyoel Gotoge aura mis de rien écoulé presque 13 millions d'exemplaires, ce qui représente presque 50% de sa vente annuelle sur 1/12 de l'année. Je sais pas si on arrive à se rendre compte à quel point c'est une dinguerie. Encore une fois, le record Slayer avait frappé. Cependant, tout commencera à se calmer. Dans les top 10 hebdo par série, Kimetsu repassera sous le million, puis sous les 500 000 ventes, pour finir autour des 70 000 copies vendues par semaine en fin d'année. Dans les top volumes, comme un symbole, le leak du top 100 de la 11e à la 19e semaine, soit de début février à fin mars, coïncidera avec la fin définitive du boost de Seneketsu 1, puis 2, puis tous les volumes quitteront le top 50, puis le top 100. Ainsi, à la fin du premier semestre, où il finissait en tête avec plus de 26 millions d'exemplaires écoulés, son boost était désormais terminé, et le manga était sous la menace du deuxième, menace qui finira par le vaincre. Et la très légère relance à la reprise de l'anime n'a rien changé. Demon Slayer, c'est enfin de l'histoire ancienne. Enfin, normalement. Car, au vu de son rythme de la désormais légende qui l'entoure, il n'est pas impossible qu'il arrache une 4ème présence de top 10 annuel, bien qu'évidemment, il ne jouera pas le podium, mais peut se placer en tant que tout dernier membre du top 10, s'il continue à garder ce rythme. On parle quand même de Demon Slayer, pas de n'importe qui. Premier, Jujutsu Kaisen. 2018. Année catastrophique pour le Shonen Jump, où une seule série s'était réellement imposée dans le magazine. Un certain Jujutsu Kaisen. Ce même Jujutsu Kaisen qui aura lentement monté en puissance en 2019, pour ensuite faire ses débuts dans un top annuel en 2020. Le début de son animé en octobre 2020 aura logiquement déclenché un boost qui l'aura fait passer de concurrent à la 8ème place à 5ème en à peine 6 semaines. Ainsi, à la fin de l'Oricon 2020 et avec maintenant plusieurs semaines où il voyait tous ses backlogs dans le top 50, son boost le plaçait déjà au niveau des cadres de 2014 et 2015, à savoir AQ, Tokyo Ghoul, Seven Deadly Sins et Kingdom, en faisant donc déjà l'un des meilleurs boosts de l'histoire de l'Oricon. Tout le monde s'attendait donc à ce qu'il joue le podium l'année suivante. Mais je pense que personne n'était prêt à ça. Jujutsu Kaisen est devenu dans le plus grand des calmes le 2ème plus gros boost de l'histoire de l'Oricon,
juste derrière Demon Slayer, tout en devenant le 3ème manga à occuper la première place en fin d'année. De même, les ventes de Jujutsu Kaisen ont progressé de manière quasi constante en 2021. On sera ainsi passé d'un tome 13 pendant 513 000 copies en 8 semaines, à un tome 16 qui dépasse les 1 883 000 copies sur la même période de temps. Jujutsu Kaisen a réellement explosé et sa première place en est donc amplement méritée. Cependant, il faut maintenant se tourner vers l'avenir et fidéliser les lecteurs que le manga a acquis en 2021. Et là, tous les voyants ne sont pas forcément au vert. Déjà au début du second semestre, les anciens volumes ont disparu quasiment instantanément du top 50, peu avant l'apparition du tome 16, soit au moment où le boost de Tokyo Revengers s'est réellement amplifié en passant devant celui de Jujutsu Kaisen, laissant penser que Jujutsu n'allait pas tant durer dans le temps. Si le tome 16 est un peu devenu l'arbre cachant la forêt grâce à ses excellentes performances le passant notamment devant le tome 99 de One Piece, la sortie du tome 17 en octobre a affiché les problèmes aux yeux de tous. Dans une période certes moins porteuse que le début d'année, le tome 17 s'est raté et affiche des scores vraiment très moyens, voire mauvais à la fin d'année en ayant du retard sur les tomes 15 et 16. Résultat, pour la première fois de son histoire, Jujutsu Kaisen finit une année en ayant un volume en baisse par rapport au précédent, dans un schéma qui peut rappeler Seven Deadly Sins en 2015, qui voyait ses ventes déjà baisser dès le second semestre, alors qu'il était au sommet de sa gloire. Après, rien ne dit que Jujutsu Kaisen suivra ses traces, mais l'échec du tome 17 montre bien que tout n'est pas tout beau fixe du manga de Gege Akutami, qui est déjà repassé, c'est-à-dire One Piece, en nombre de lecteurs. Pour 2022, je reste tout de même assez confiant. Pour moi, si Jujutsu doit réellement décliner, ça sera à partir de vraiment 2023. Les tomes 18 et 19 auront des éditions limitées, ce qui généralement aide à gonfler les ventes, tandis qu'un film adaptant le tome 0 va logiquement redynamiser un peu le tout. Et si Jujutsu ne retapera probablement plus jamais une année de plus de 20 millions, il peut aller chercher le cap des 10 millions et s'installer sur le trône pour une deuxième année consécutive, puisque je ne vois personne capable d'une telle prouesse, en tout cas dans les mangas déjà au sommet de leur gloire. Et même en cas de nouveau boost, je vois mal Blue Lock aller taper les 8 millions. En tout cas, impossible de nier que Jujutsu Kaisen a clairement été LE manga de 2021, et que vous la trouviez méritée ou non, il aura le mérite d'occuper cette première place et d'avoir fait ses plus de 30 millions de ventes. Bien, l'analyse du top 25 de l'Oricon 2021 est désormais terminée, mais ce n'est pas la fin de cette vidéo pour autant. On passe sans transition au top 50 des volumes les plus vendus sur l'année, top que je n'analyse pas à cause de sa redondance, vu que très peu de séries sont représentées. Je vous retrouve donc au timecode indiqué pour un bilan global de 2021, mais quelques prévisions pour 2022, mais aussi sur le futur de cette émission, qu'est-ce qui va se passer par la suite. A tout de suite. Au final, que ressortir de 2021 ? À part le fait que ça a été une année historique, pas grand chose. Mais ce terme historique est à relativiser. Car au final, le niveau élevé qui attend le top 25 est un peu l'arbre qui cache la forêt. Si, comme pour 2020, à top 50 leak au début de l'année 2022, quelque chose me dit que les 757 000 copies vendues par Match comme Lion en 2020 seront supérieures au 50e de 2021. Malgré les énormes boosts qui portent le marché dans son ensemble, au cas par cas, la tendance reste la même depuis 2017. Une baisse lente mais bien ancrée. La faute à un marché numérique qui prend de plus en plus de place. Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Le mois de décembre a été probablement le meilleur mois de l'histoire de l'Oricon, en étant encore une fois porté par El Famoso Kimetsu no Yaiba. Mais alors que ça continuait d'avancer et qu'on passait sur des boosts de moins en moins puissants, Demon Slayer puis
Jujutsu Kaisen, puis Tokyo Revengers qui lui-même a lentement décliné, et le marché a retrouvé les problèmes qu'il avait il y a plusieurs années, à savoir quelque chose qui continue de baisser. On a retrouvé des chiffres à l'Oricon qui étaient très classiques en 2018 et qu'on n'avait plus vu en 2020 et en 2021. Et maintenant que ces 3 gros boosts sont terminés et qu'aucun boost majeur ne semble se positionner pour 2022, il semblerait que ce deuxième âge d'or qu'on pourrait appeler l'ère Kimetsu ou l'âge des boosts soit derrière nous. Honnêtement, je doute très fortement qu'on retrouve un tel niveau en 2022. 3 membres du top 10, 4 contre Chainsaw Man, sont terminés, certains depuis maintenant plus d'1 an. Ok, et avec son niveau actuel, Kimetsu peut à la limite arracher une 10e voire une 9e place en 2022. Mais pour SNK et IQ, c'est beaucoup, mais alors beaucoup moins probable, voire même pas du tout probable. Et tout de suite, il semblerait qu'ils aient joué leur dernière carte tout court. Et on pourrait dire la même chose pour TPN ou Quintuplets. Bref, le marché doit et va se renouveler. C'est une certitude car impossible d'imaginer les mêmes mangas en 2021 au top niveau. Sauf que ce renouvellement, il se fera pas en un an. Tu n'inventes pas des mangas qui vendent 750 000 voire 800 000 copies en à peine 365 jours. Ça se développe très lentement. Il suffit de voir Kimetsu no Yaiba, qui est né en 2016 mais qui n'a explosé qu'en 2019, soit près de 3 ans après. Et donc, 2022 risque d'être une année creuse, et on se dirige clairement vers ça de mon point de vue. Et il faudra probablement attendre 2023 voire 2024 pour revoir des top 10 aux chiffres un peu plus élevés. Et je prendrai pour exemple ce qui s'est passé la décennie passée. 2011 avait été l'année de l'âge d'or de One Piece où il avait tapé presque 38 millions de ventes. Et 2012, directement, ça a quand même bien plus chuté. On est retrouvé à des niveaux, un One Piece qui parlait plus de 10 millions de copies, et le reste du top 10 qui ne tenait clairement pas la comparaison par rapport à 2011. Et après 2013, ça a été l'explosion de l'Attaque des Titans qui a permis de remonter tout le monde pour le vrai âge d'or de l'Oricon qui se terminera fin 2015. Mais du coup, qui profiterait de cette accalmie, de ce calme après la tempête pour s'imposer? Pour moi, dans l'immédiat, 3 noms ressortent clairement du lot. Spike Family, qui devrait profiter de son animé pour encore plus s'imposer comme l'un des gros leaders du monde de l'Oricon, bien qu'il l'ait déjà, mais aussi Don't Call It Mystery et Blue Lock. Si le premier peut devenir le nouveau March Miracle Lion, à savoir un nombre de lecteurs qui met à l'amende une grosse partie du top 10, mais un rythme de parution trop lent pour l'intégrer ce top 10, le deuxième réunit lui toutes les cartes pour être un outsider parfait. Ton Blue Lock a déjà montré de quoi il était capable. Réponse en 2022, mais présence de Blue Lock dans le top 10 me semble vraiment pas déconnante. En dehors de ça, les explosions de 2021, Frieren et Kaiju Number 8 devraient eux aussi se rapprocher du top 10, voire l'intégrer. Et enfin, il n'est pas non plus impossible que le Jump fasse du Jump, et donc qu'un de ces titres explose et arrive à jouer le top 15, voire le top 10. Et là, mon cœur me donne envie de dire Undead Unluck ou Mission Yuzakura Family, mais ma raison me dirait de dire Mashle ou Dr. Stone qui peut aussi faire quelque chose en 2022 grâce à sa saison 3. Côté cadre déjà en place, tous ceux encore en cours devraient se stabiliser. La seule inconnue dans le top 10 actuel reste donc le Chainsaw Man. Car, comme ce que j'ai dit, sans partie 2, sans savoir ce que ça comptait simultanément avec la partie 1, et sans savoir quand débarquera l'animé, impossible d'imaginer Chainsaw Man ne serait dans le top 50 même, car là, pour 2022, pour lui, l'actualité s'annonce plate comme de l'évian. Oh putain, c'est plate. Après, rien n'empêche un autre outsider de venir jouer les troubles faits. Je vous rappelle que fin 2018, absolument personne ne tablait sur une explosion de Kimetsu no Yaiba, qu'on appelait encore l'érodeur de la nuit. Et en tout cas, j'ai très hâte de traiter 2022 avec vous, mais pas maintenant. Merci à vous tous pour votre visionnage, mais j'ai quelques mots à dire avant de conclure cette très longue vidéo. Les Amano-Recon partent en pause jusqu'à minimum mi-décembre. La raison? Préparer la saison 2 et tout améliorer. Absolument tout. Mais aussi sortir d'autres vidéos plus confidentielles mais qui me tiennent énormément à cœur, comme la fin de la saison 1 des Amachroniques. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, merci à vous de la partager, de laisser un like, voire vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à vous tous pour cette Oricon 2021 absolument fou qu'on a analysé ensemble. Les Amano-Recon ressortent d'une première année de vie qui était pleinement réussie. Je suis très heureux. On se retrouve très bientôt. À la prochaine, donc dans un peu moins d'un mois pour de prochaines aventures Oriconesques. Amano out.